Bonjour, comme a pu le dire Lionel, merci d'être venu malgré la date. Mais la date est un petit peu choisie exprès aussi, non pas pour avoir moins de monde, hein, mais c'est vrai qu'on s'inscrit traditionnellement. Le gâteau. Ouais, mais c'est un petit peu lié tout ça. Traditionnellement, on s'inscrit toujours le dernier meet-up de la saison, on le fait autour d'OpenStack, parce que OpenStack est né en juillet. Donc on fête à chaque fois comme ça l'anniversaire d'OpenStack. Et comme a pu le dire tout à l'heure Lionel, on en profite parce que la fondation OpenStack, on va revenir un petit peu par rapport à tout ça juste après, a la bonne idée, il faut qu'elle continue cette idée, de permettre à des communautés locales, entre guillemets, de financer un petit peu leurs soirées, leurs événements. Et donc on a un petit budget qui nous est alloué par la fondation et qui nous permet de ce soir donc de ne pas avoir trouvé à chercher de sponsors et donc d'avoir quand même des bières, des pizzas et donc un gâteau, même d'ailleurs des gâteaux qui ont été faits par Julien qui est quelque part par là. On le fera s'afficher tout à l'heure, il est tout rouge déjà là, donc c'est pour ça. Ils ont été brillamment faits par Julien, mais bon, on parlera de tout ça après. Et donc comme c'est l'anniversaire, on s'est dit c'est pas mal aussi un petit peu de faire un petit peu un bilan. Vous savez, 7 c'est un chiffre assez connu, assez marquant. On s'est dit, voilà, pour les 7 ans, on va faire un petit peu un bilan d'OpenStack, parce qu'on est un petit peu à un tournant de l'histoire d'OpenStack en ce moment. Et est-ce que c'est de la hype? Est-ce que c'est toujours de la hype? Est-ce qu'on est vers la maturité? Ou alors est-ce qu'on est vers le déclin? Et donc on va un petit peu essayer d'adresser un petit peu tous ces éléments et de vous présenter un petit peu tout ça. Je suis Christophe Sautier, je suis le CEO d'une boîte qui s'appelle Objectif Libre. Bizarre. Objectif Libre, c'est une société que j'ai fondée il y a maintenant 8 ans. On est à Toulouse et à Paris, on est une vingtaine, on est 19 précisément aujourd'hui, on sera 22 à la fin de l'été. On est très présent, je vous montrerai après, autour d'OpenStack. On fait beaucoup de formations, mais pas que. On fait, en gros, on accompagne nos clients vers des projets cloud de A à Z. Alors, on a quelques particularités, on ne travaille que dans l'open source. Je ne comprenais pas pourquoi vous auriez tous parlé, en fait, je vois, il y a un écran aussi par là. C'était surprenant, je me disais, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose de très intéressant par là, mais non, en fait, c'est les slides. Donc, on travaille que dans l'open source. Alors, vous voyez en bas, en gros, les technos qu'on utilise, qui dit cloud dans l'open source, comme on le disait tout à l'heure, c'est OpenStack. Bon, ok, très bien. Bon, donc, on fait du OpenStack, c'est à peu près 65 à 70% de notre chiffre d'affaires qui est basé autour d'OpenStack. Mais qui dit OpenStack va souvent dire plein d'autres éléments autour. On va parler de virtualisation, on va parler aussi normalement de logs, parce qu'on gère ces logs, on analyse ces logs. Pour déployer OpenStack, on va le faire avec des outils. Nous, on fait beaucoup d'Ansible. Et voilà, donc on a beaucoup d'automatisation autour de tout ça. Et puis, on ne pourrait pas parler d'OpenStack sans parler de virtualisation et donc de conteneurs, parce que c'est la suite assez logique aujourd'hui. Donc, on fait beaucoup de Docker avec Kubernetes et tout ce qui va avec autour. Je n'oublierai pas Ceph qui nous sert pas mal pour le stockage. Bon, bref, on accompagne nos clients dans toutes ces technos au fur et à mesure depuis maintenant pas mal de temps. Je vous disais, on est très impliqué sur OpenStack, on en fait pas mal depuis assez longtemps. On a plus de 850 commits, je pense qu'on est même plutôt à 900 depuis le début de la création d'OpenStack, donc ça commence à faire quand même pas mal. On est les créateurs de quelque chose qui s'appelle CloudKitty, qui est le composant officiel dans OpenStack pour faire la facturation. On est sponsor de la fondation aussi. Et puis on a des gens chez nous qui sont certifiés autour d'OpenStack, et donc ça nous permet de donner des formations bien sûr en relation avec OpenStack, mais d'intervenir aussi pour pas mal de nos clients sur divers aspects autour de tout ça. Mais bon, on va mettre tout ça de côté. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est OpenStack, hype, déclin en maturité. Avant de vous donner mon opinion, je vais quand même vous faire un petit rappel d'OpenStack, parce qu'il y en a certains qui doivent connaître plus ou moins OpenStack. Donc je vais faire un rappel sur ce que c'est OpenStack, un rappel un petit peu conséquent, je pense que ce sera pas trop mal, pour une grosse présentation d'OpenStack. Et en gros, la moitié de la présentation, c'est ce qu'est OpenStack, et la deuxième moitié, c'est justement, on va essayer de répondre un petit peu à ces questions-là. C'est quoi OpenStack? OpenStack, c'est un projet donc, qui est open source, on va en parler juste après, qui a pour but de permettre à tous de créer du cloud, qui soit privé, public, hybride, pourquoi pas, sur un matériel standard. Le matériel standard est assez important ici, parce qu'en fait, OpenStack, on peut l'installer sur ce que l'on veut. On va pouvoir prendre des portables. Quand on donne des formations, on fait installer OpenStack sur des portables pour des gens. Et chacun a son petit OpenStack à la fin qui fonctionne sur son portable. On est bien d'accord, on ne va pas faire de grand chose après avec. On est bien d'accord là-dessus. Mais on aura un OpenStack complètement opérationnel sur un portable simplement. On peut bien sûr le mettre sur des serveurs beaucoup plus conséquents. On a des clients qui ont des serveurs à 2 Tera de RAM, ça commence à faire quand même pas mal.
Et donc au milieu, on a toute une gamme de matériel sur différents processeurs. On peut faire avec de la famille x86, mais pas que. On peut faire avec plein d'autres choses aussi différentes pour faire tourner du OpenStack. Pareil, sur le matériel standard, on ne va pas se limiter à une seule gamme ou à un seul modèle de baies de stockage. Non, non, on est ultra compatible avec beaucoup de choses. Il y a plus d'une cinquantaine de gammes de baies de stockage qui sont supportées dans OpenStack. Bon, ça commence à faire quand même pas mal. Donc en gros, de toute façon aujourd'hui c'est simple, hein, tous les fabricants de baies ont un composant qui est compatible avec OpenStack. Donc en gros, OpenStack vraiment est devenu un petit peu une couche, je veux dire, de standardisation. Et on parle OpenStack et en dessous, les autres composants, et en dessous, entre guillemets, on pilote directement différents composants. Et on les pilote pour faire quoi? Pour faire du IaaS, donc de l'infrastructure as a service. C'est vrai, OpenStack c'est du IaaS. On verra que certains composants d'OpenStack lorgnent allègrement vers du PaaS, donc du plateforme as a service. Quand on commence à voir qu'il y a des composants comme de la base de données as a service, c'est pas du IaaS. C'est pas l'infrastructure qu'on crée quand on fait de la base de données. On fait plutôt du IaaS, on fait plutôt du PaaS par rapport à ça. Comment ça a été créé, OpenStack? Ça a été créé par deux structures assez connues. Une, la NASA, on ne présente pas, je pense. Et l'autre, c'était Rackspace. Rackspace, c'est le plus gros ou un des plus gros hébergeurs au monde, boîte américaine aussi, qui travaillaient ensemble régulièrement. Et puis, lors de discussions, ils se sont rendus compte qu'ils avaient, les deux sociétés, envie de créer une solution de cloud. Et comme ils avaient déjà commencé à travailler sur la création d'une plateforme de cloud. Donc, ils ont commencé à échanger un petit peu plus en se disant, peut-être qu'on pourrait mutualiser un petit peu tout ça. Surtout que Rackspace a une culture assez forte d'utilisation ou de création de logiciels libres et que la NASA, en tant qu'entité publique américaine, a l'obligation soit de faire du code dans du domaine public, soit sinon de code en open source. Donc par rapport à ça, ils se sont dit, déjà on a un point commun, ça serait de le placer en open source. Alors, bon, ok, très bien. Vous travaillez en quoi? Nous, on travaille avec du Python. Ah, nous aussi. Ça tombe bien, donc on a quand même des bases qui sont assez intéressantes, qui se permettent de bien, je veux dire, s'imbriquer entre guillemets. Et puis ils ont dit, qu'est-ce que c'est que vous avez déjà fait? La NASA a dit, nous on a une plateforme qui s'appelle Nebula, qui fait plein de choses, qui fait du placement de machines virtuelles, qui fait de la gestion des utilisateurs, qui fait du réseau. Ouais, c'est pas mal. Et nous, en fait, on a une solution qui s'appelle Rackspace Cloud Files, qui fait du stockage objet, donc qui est un stockage à côté. Ah c'est super complémentaire, très bien. Au final, on a une plateforme de cloud qui est là. Et donc tout ça, c'était il y a 7 ans, donc en juillet 2010, qu'a été annoncé officiellement OpenStack. Donc OpenStack, c'était à l'OSCON, à Portland, où la NASA et Rackspace avaient réservé une conférence de presse et on dit, voilà, nous officiellement aujourd'hui, on lance le projet OpenStack. Très bien. Mais d'ailleurs, vous savez quoi, en plus, c'est quelque chose qui marche dès maintenant. Donc ça veut dire que non seulement le projet était lancé, mais contrairement à un projet que vous allez commencer ce soir chez vous, il était déjà fonctionnel. C'est pas mal quand on l'annonce, montrer non seulement ça marche, mais en plus on l'utilise déjà chez nous en production. C'est quand même un gage un petit peu d'avancée et de pérennité du projet. Bon, après, c'était un petit peu un secret de polichinelle dans certains milieux. Donc, quand ils l'ont annoncé, immédiatement, il y a 25 boîtes, 25 grosses structures. On parlera de pas mal de distributions Linux, on parlera de HP, on parlera de structures comme ça, qui ont dit, vous savez quoi, nous aussi, on vient et on va travailler sur OpenStack. Et donc, on avance et on travaille tous ensemble sur le projet OpenStack. Donc, en gros, dès qu'OpenStack a été lancé, il y a eu de suite énormément d'industriels qui ont pris le parti de travailler dessus dès le lancement. Je vous disais, l'intérêt c'était de le faire le but et la volonté de le faire sur une licence open source. Ils ont choisi pour ça la licence Apache 2.0 qui a comme intérêt pour les gens qui travaillent dessus de dire nous, à partir d'un logiciel en Apache 2.0, on peut faire ce qu'on veut. Donc on peut permettre aussi à des industriels qui n'ont pas l'habitude de faire de l'open source, je vais en donner un au hasard, je vais dire VMware. VMware dit, nous ok, on va travailler sur OpenStack. Ça nous va bien la licence Apache 2.0 parce qu'on peut faire des contributions, mais on peut aussi en faire un produit qui sera complètement closed source, qui sera donc complètement propriétaire. Donc à partir d'OpenStack, la licence Apache 2.0 qui était choisie permet de faire ça. Bon, c'est du Python, entièrement du Python. Ça peut évoluer un petit peu dans le futur. On verra qu'il y a pas mal de petites choses qui sont écrites ou des volontés d'aller vers le Go, notamment. Mais bon, pour l'instant, c'est du Python. Et c'est le plus gros projet open source au monde. J'en parle un petit peu plus après. Il y a plus de 20 millions de lignes de code. Ça commence à faire quand même pas mal. Mais quand on dit 20 millions de lignes de code, quand on dit le plus gros projet open source au monde, c'est un peu triché parce qu'en fait OpenStack, comme on va le voir juste après, c'est un ensemble de composants qui s'imbriquent les uns les autres, qui travaillent les uns les autres. Mais quand on dit OpenStack, en fait, c'est une plateforme avec plein de composants modulaires qu'on pourra utiliser. Voici mes composants. Alors,
ok, c'est pas lisible. Même si vous regardez sur l'écran là-bas, ce ne sera pas lisible. On est bien d'accord. Donc ça, vous irez regarder les vidéos quand elles seront sur YouTube. Ce que je voulais vous montrer ici, je vais revenir après dans le détail dans tous les composants, c'est que vous voyez, chaque on va dire, rectangle comme ça correspond à un composant OpenStack. Ok, très bien. Hit, horizon, neutron, je vous les détaillerai un petit peu après. Ce que je voulais vous montrer ici simplement avec ça, c'est que quelque part, tous mes composants dialoguent ensemble. Pour différentes raisons. Mais les différents composants échangent vraiment ensemble. Donc quand on met une plateforme en place, on ne va pas juste prendre un composant qui sera isolé dans son coin. Non, non, on prend une plateforme avec des composants qui vont travailler les uns ensemble, les uns avec les autres. Il y a quand même quelques règles très très fortes au sein d'OpenStack, notamment au niveau de la communication. Parce que ce n'est pas l'anarchie du tout. Qui dit cloud dit API. Bon, ben, c'est comme ça. Donc toutes les communications entre les composants se font via des API. Donc en fait, dans les composants OpenStack, tous les composants vont offrir une API. Ça nous permet de les interroger depuis l'extérieur ou les composants de dialoguer ensemble. Après, à l'intérieur d'un composant, par exemple si je prends le composant Nova qui est là, en fait Nova, il y a plusieurs sous-composants entre guillemets, on va dire. Plusieurs processus au sein de Nova. Mais tous les composants au sein de Nova, pour dialoguer, ne vont pas servir d'une API, ils vont dialoguer via une file de message. AMQP, donc souvent du RabbitMQ. Mais c'est le gros, c'est je dirais, ce double type de communication, API pour les communications entre les composants et fil de message à MQP pour les échanges à l'intérieur d'un composant, c'est vraiment ça qui est une des caractéristiques d'OpenStack. L'histoire, bon, vous avez là l'ensemble des releases qui sont sorties, le nom de toutes les releases OpenStack est là, avec la première qui s'appelait Austin, qui était donc officiellement sortie en octobre 2010, et puis au fur et à mesure, ça avance. On voit que, bon, il y a bien sûr il y a des cycles de vie assez bien normalisés, avec une release qui est maintenue pendant plusieurs mois. Quand une version a plus de 12 mois, ben, on va juste avoir des patchs de sécurité pendant plusieurs années. C'est pour ça que vous avez des versions qui ici sont supportées, d'autres qui sont en fin de vie, d'autres qui sont dépréciées. Quelque part, ce rythme-là, dans OpenStack, est assez, je dirais, impactant, parce que beaucoup de gens, quand ils vont sur OpenStack, se disent « Ah là là, j'ai une nouvelle version tous les 6 mois, c'est compliqué de mettre à jour tous les 6 mois son système. » Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je pense que d'ici très peu de temps, OpenStack va rebasculer sur un rythme qui sera plus traditionnel, mais je vous explique un petit peu ça pourquoi à la fin aussi, qui sera de 1 an. Je pense qu'on a une version tous les ans, et ça fait un petit peu partie de ce que je comptais dire en conclusion. Mais non, mais j'ai pas expliqué, c'est pas dans mes slides, donc ça va, je peux juste l'annoncer comme ça. Bon voilà, donc la dernière version qui est sortie aujourd'hui s'appelle Okata. La version qui est actuellement en développement s'appelle Pike, elle sort là maintenant, elle va sortir en août. Et la version d'après s'appellera Queens. Si vous êtes attentif et que vous regardez bien par rapport à vos écrans, vous vous rendez compte qu'entre Newton et Okata, on n'a pas 6 mois, puisque Newton est sorti en octobre et que Okata, elle, est sortie en février. Effectivement, il y a eu 4 mois en gros. On a réduit de 2 mois le cycle de développement. Juste pour cette version-là, qui est une version un petit peu transitoire, c'est important de le signaler parce qu'on le verra après, ça a un impact sur ce que je veux dire après. Pourquoi ? Parce qu'on avait un vrai problème. Tout à l'heure, Lionel le disait, on aime bien faire souvent un meet-up après l'OpenStack Summit pour dire un petit peu voilà ce qui se passe dans OpenStack en ce moment. L'OpenStack Summit, c'est un événement qui se passe tous les 6 mois, un peu partout dans le monde, ça change. Une année, c'est en Amérique du Nord, enfin 6 mois, c'est en Amérique du Nord, un moment, c'est en Amérique du Nord, 6 mois après, c'est dans le reste du monde. Le dernier était à Boston, comme on l'a dit tout à l'heure, le prochain est à Sydney, celui d'après sera à Vancouver, et ainsi de suite. Donc 6 mois Amérique du Nord, 6 mois reste du monde. Le problème, c'est que cet OpenStack Summit, traditionnellement, se passait, on va dire, allez, 3 semaines, 1 mois grand maximum, après la release. Donc ça veut dire que tous les sponsors, tous les gens qui viennent à l'OpenStack Summit, arrivaient avec leurs belles solutions, sauf que quand vous étiez à l'OpenStack Summit, par exemple, qui était au mois de novembre, là, qui se passait à Barcelone, donc qui est juste 1 mois après la sortie de Newton, ben, tous les gens avaient leur version et leurs produits qui étaient basés sur Mitaka, sur la version de 6 mois avant. Et ça posait un vrai souci à tous les marketeurs qui disaient, bah, attendez, comment ça, est-ce que vous n'êtes pas à jour de la dernière version qui est sortie il y a 1 mois? Ben non, on n'a pas eu le temps de passer les cycles de développement dans nos produits. Et donc c'est un vrai problème par rapport à ça. Donc on s'est dit, bon, ok, très bien, on va faire en sorte de décaler le summit par rapport aux releases. Et laisser un petit peu de temps. Laissons, allez, on va dire 3-4 mois, 3 mois. Très bien. Ah, le problème, c'est que les salles pour l'OpenStack Summit sont réservées 3 ans à l'avance.
Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient sur nos engagements? Est-ce qu'on perd l'argent qu'on a déjà investi pour les 3 ans, pour les 3 ans à venir? Ou est-ce qu'en fait on se dit, ben, en fait, les développeurs, on va les bouger? Ben, on va bouger les développeurs finalement. Donc la release au kata a duré que 4 mois à cause de ça, pour permettre de créer un décalage entre les dates de release des versions d'OpenStack et les dates d'OpenStack Summit, qui elles sont déjà fixes à l'avance. Donc c'est pour ça que maintenant on reprend le rythme de 6 mois, il n'y a pas de souci. Là ça va faire, je vous dis, février et août pour Pike. Mais l'OpenStack Summit ne bouge pas. Dans les principaux composants, qu'est-ce qu'on a? On a un composant qui s'appelle Nova. Nova, c'est l'héritier, entre guillemets, de la plateforme Nebula. C'est vraiment, Nebula, c'était Nova, on va dire, qu'on a pour la partie gestion des machines virtuelles. Tout le reste, qui était dans Nebula, on l'a enlevé. On a gardé que la partie gestion des machines virtuelles. Donc d'ailleurs, je marque instance, parce que quand on parle de cloud, on parle d'instance, on ne parle pas de machine virtuelle. Donc on va utiliser normalement des ressources qui sont fournies à travers KVM, qui est l'hyperviseur de base, et je dirais l'hyperviseur ultra standardisé dans OpenStack, enfin dans le monde Linux, mais pas que. Je vous disais tout à l'heure, OpenStack permet d'avoir une couche d'abstraction, d'être un petit peu un moyen de standardiser ses communications. On peut piloter autre chose, on peut piloter du Xen, je vous disais, je parlais de VMware, donc forcément on peut piloter de l'SX, on peut piloter de l'Hyper-V. C'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, Microsoft est une des 2 grosses structures qui n'est pas derrière OpenStack officiellement, qui n'est pas dans les géants de l'IT. Microsoft n'est pas, avec Amazon c'est l'autre, n'est pas derrière OpenStack officiellement, mais pourtant il y a des gens chez Microsoft qui travaillent à temps plein sur OpenStack et qui le font plutôt dans le cadre d'un partenariat qu'ils ont avec une société qui s'appelle Cloudbase, qui est une boîte italo-roumaine, et qui travaillent eux à temps plein sur OpenStack et qui ont des accords de partenariat avec Microsoft, ce qui fait qu'il y a des gens chez Microsoft qui travaillent pour aider Cloudbase. Mais par contre, Microsoft ne supporte pas officiellement OpenStack. Et puis bien sûr, on parlait tout à l'heure de conteneurs, ben ouais, Docker, on y reviendra un tout petit peu après. Ou LXC. On aime bien chez Objectif Libre LXC aussi. Alors c'est sûr, ça a beaucoup moins de hype que Docker, mais on ne fait pas la même chose. Ce n'est pas du tout le même genre de conteneur qu'on pourrait avoir entre du Docker et du LXC. Donc en fonction des cas, ça nous arrive de privilégier un plutôt que l'autre. Autre composant qui est assez fondamental, c'est Neutron, c'est la gestion du réseau. Là aussi, on parle Neutron, et puis c'est tout. On ne s'embête pas, entre guillemets, à savoir comment est-ce que je veux créer un réseau sur la solution de réseau que j'ai réellement choisi. Est-ce que c'est du OpenVSwitch? Est-ce que c'est du Cisco ACI? Est-ce que c'est du NSX? Est-ce que c'est du OpenDelight ou autre? Je m'envoie que moi je parle Neutron. Mon OpenStack est configuré pour lui parler avec cette solution de réseau, avec ce vendeur de réseau. Et donc si je lui dis tu me crées un réseau, il va me créer un réseau instantanément dans cette solution-là. On retrouve encore un petit peu le côté standardisation, on va dire, d'OpenStack qui lui nous permet de faire tout ça. Glance, stockage des images. Le cloud, il y a un côté instantanéité derrière, parce qu'on veut avoir des choses qui arrivent très très vite. On veut pouvoir lancer des instances qui soient up dans les secondes qui arrivent. Donc quelque part, il faut que tout soit prêt à être déployé. Donc dans le tout soit prêt en question, il y a aussi la machine virtuelle, le contenu de la machine virtuelle qui doit être prêt. Donc ce qu'on appelle l'image. On a un système un petit peu de golden image dans OpenStack qui est géré par le composant qui s'appelle Glance. Et donc c'est ce qui permet de gérer ces images-là. Forcément, vu que Nova, qui est en charge des hyperviseurs, pilote de nombreux types d'hyperviseurs justement, il faut que Glance soit capable de piloter de nombreux types d'images. Et on les stocke sur soit des disques, soit des NAS, soit autres. Cinder, c'est la gestion des volumes persistants. Un des grands concepts dans le monde du cloud, c'est de dire que, c'est pareil sur VMware de toute façon, votre machine virtuelle, elle a ses données qui sont propres à la machine virtuelle, qui ont une durée de vie qui est identique à la machine virtuelle. Et donc si vous supprimez votre machine virtuelle, vous supprimez vos données avec. C'est gênant des fois. Donc il y a une notion de volume persistant, de volume sinon. C'est l'équivalent de EBS, donc Elastic Block Storage chez Amazon. Et donc on peut dire, je crée un disque dur de quelques gigas qui lui sera dans un système un petit peu différent, que je pourrais attacher à une machine virtuelle. Et quand je supprime ma machine virtuelle, ou si jamais je choisis de la détacher, quelque part mes données sont toujours là après. Il y en a d'autres des composants. Swift, tout à l'heure je vous parlais des Rackspace Cloud Files, donc c'est du stockage objet, c'est Swift. Honnêtement, c'est pareil, c'est la même chose. Stockage objet, c'est un mode un petit peu différent aussi, c'est quelque chose de beaucoup plus unitaire, c'est du stockage à plat. Moi, le composant que je préfère dans cela, c'est HIT. HIT, c'est le composant qui est pour moi fondamental quand on fait de l'utilisation d'OpenStack, parce que c'est très bien de pouvoir lancer des machines virtuelles à la main, c'est très bien de pouvoir créer du volume ou créer des réseaux et faire tout ça à la main. Quand je dis à la main, c'est soit de manière programmatique, soit de manière, on va dire,
via interface graphique, soit en ligne de commande. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de pouvoir répéter ces commandes de la même manière exactement, et donc d'avoir un processus très industrialisé. C'est ce que permet de faire HIT. Donc grâce à HIT, vous définissez une fois pour toutes l'infrastructure que vous voulez créer, donc avec des réseaux qui sont entrecoupés, dans lesquels il y a des machines virtuelles, il y a des routeurs, tout plein de choses comme ça. Vous le fournissez à HIT, et lui va vous créer pour vous cet environnement. On a autour de nous une boîte AMI qui avait des gros soucis pour ses développeurs, parce que la solution qu'ils développaient avait leur solution de base, il y a 8 machines virtuelles. Bon, très bien, 8 machines virtuelles qui ont des pattes sur 5 réseaux. Donc il y a 5 réseaux, 8 machines virtuelles. Donc avec des routeurs, mieux tout ça, avec des règles un petit peu, des règles d'accès. Et donc quand un développeur voulait fixer un bug, voulait se remettre dans la release X qui a été fournie à un client, il devait configurer son environnement pour planifier, justement pour se remettre comme ça dans les 8 machines, dans l'état exact, entre guillemets, de chacune des versions des différents logiciels, avec les 5 réseaux en question, et avoir une machine un petit peu, je dirais, conforme et en ISO avec ce qui était fourni. Le problème, c'est que le développeur fasse ça sur son PC, c'est pas très pratique. Il va juste avoir des gros soucis de setup et il va pas pouvoir gérer trop de choses à la fois en même temps. Demandez ça à un service IT, il n'y a pas de souci, le service IT le fera, hein, 3 semaines après. Alors, je dirais rien contre les services IT du tout, on travaille avec des services IT tous les jours, mais c'est vrai que souvent les services IT sont embouchés et sont complètement embourbés dans le tout qu'ils doivent faire au jour le jour, et ils n'ont pas forcément le temps de créer des machines à la volée telles que les gens le voudraient. Et donc ils sont passés sur OpenStack, ils ont défini la template HIT qui permet de faire ça, et donc maintenant les développeurs ont leur machine 3 minutes après. C'est bien, ils vont prendre leur café, ils ont leur machine quand ils reviennent, ils peuvent travailler tranquillement. Keystone, c'est l'échange d'identité. Horizon, c'est un petit peu indispensable, c'est une console web, c'est l'interface web de OpenStack. Et Cellmeter, c'est pour la collecte des mesures. Puis il y en a d'autres, je vous dis, qui sont moins utilisés. D'ailleurs, la Fondation a fait quelque chose qui est plutôt pas trop mal, qui a été mis à jour il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Project Navigator, qui est une page web sur le site de la Fondation, qui liste la plupart des composants OpenStack. Bon, il y en a plus de 60, hein, donc ça en fait pas mal, et qui vous dit celui-là est très utilisé, celui-là est moins utilisé, qui va vous les grouper par plein d'options, on va dire entre guillemets. Ça permet un petit peu de se rendre compte un petit peu de ce qui existe aujourd'hui. Mais on verra que c'est un petit peu un problème aujourd'hui ça. Trois bases de données à service, ça je vous dis pour moi c'est pas du YAS, c'est tout sauf du YAS. Manila, système de fichiers partagés, en gros c'est du Samba ou du NFS à la demande. Ironic, on va en parler après, c'est du bare metal as a service. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait piloter ou lancer des machines virtuelles. Très bien, ça, jusque-là, je pense que tout le monde est assez serein, je dirais, c'est un usage très classique du cloud. On peut aussi lancer des conteneurs à la demande, pourquoi pas. Et puis on peut aussi lancer du bare metal. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lancer du bare metal? Donc en gros, ça veut dire, je ne lance pas une machine virtuelle, je lance une machine physique. Et j'installe une machine physique à la volée pour mes propres usages. Mais il y a des cas dans lesquels on se rend compte que les machines virtuelles, ce n'est pas l'idéal. Si vous commencez à vouloir jouer avec du GPU, votre machine virtuelle elle va forcément ramer fortement puisqu'elle a un besoin fort à une machine, je dirais, à des composants physiques. Pareil, si vous avez besoin de grosses I/O, si vous voulez faire des grosses bases de données, des fois, les machines virtuelles, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc pour faire ce genre de traitement-là, pouvoir provisionner la machine physique à la demande, c'est juste l'idéal. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui s'appelle Ironic qui permet de le faire. Sahara, c'est du couplage avec Hadoop. Hadoop, donc c'est du Big Data as a Service. Magnum, c'est une installation de cluster de conteneurs. Donc avec Magnum, vous allez pouvoir dire je veux créer du Swarm, je veux créer du Kubernetes, je veux créer des choses comme ça. Et puis enfin CloudKitty, quand même, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc le composant pour faire du writing et de la facturation à la demande à OpenStack. Aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'insiste OpenStack. C'est-à-dire que je vous ai un petit peu détaillé les composants OpenStack tels que ça est aujourd'hui. Mais la communication qu'on trouve aujourd'hui et qui, je pense, le plus intéressant, c'est un petit peu ce que je viens de vous détailler à l'instant, c'est le côté One Platform, One API. De dire, avec OpenStack, vous avez une plateforme unique, qui est un seul moteur d'intégration, qui vous permet de lancer à la fois des instances, donc des machines virtuelles, à la fois des conteneurs. On peut mettre des conteneurs dans des instances si on veut, mais ça pourrait être des conteneurs sans qu'ils soient embarqués dans une instance, et du bare metal. Et donc OpenStack vous devient en gros une sorte d'approche un petit peu globale de l'IT, qui va vous piloter tout ça à la fois. Et tout ça via une seule API. C'est-à-dire quand vous lui dites je veux démarrer quelque chose, et après c'est vous qui choisissez, ou il y aura des choix qui seront faits automatiquement par lui, en fonction de différents choix que vous allez faire, de type de machine que vous voulez lancer, ou de gabarit, comme on pourra le voir éventuellement.
Bon, ok, voilà la présentation d'OpenStack. Maintenant, parlons un petit peu bilan, parce que c'est un petit peu ça l'idée d'aujourd'hui. Je surveille l'heure, un petit peu à côté, ça va. On entend beaucoup de choses sur des blogs. La fondation l'a relié il n'y a pas très longtemps au Summit, c'était le premier jour, ils ont commencé comme ça, en disant on va faire un petit peu de fact-checking. Qu'est-ce qui se passe vraiment? OpenStack est mort. Bon, mais c'est juste faux. Hein. Je vous rassure, c'est faux. C'est un message vraiment qui a été vraiment martelé pendant 3 jours à Boston. Non, OpenStack existe toujours et c'est vrai, c'est un petit peu ce que je vous montrerai aussi après là-dessus. D'ailleurs, à qu'à voir, pour un projet qui est mort, il y a plus de 5000 personnes dans l'OpenStack Summit de Boston. C'est quand même pas mal. On a lu, et il y a des choses qui ont été rapportées par pas mal de journaux ou de blogs, encore une fois, ou de différents moyens de communication, que toutes les boîtes qui font du OpenStack arrêtent. Ben, c'est faux. Ce qui se passe, et c'est vrai, il y a eu des changements dans plein de boîtes. Ça, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Je vous parle de 2 cas ici qui sont assez forts ici. Le premier, c'est HP. HP a effectivement fortement retiré ses billes d'OpenStack. Mais en fait, ils ont retiré leurs billes dans tout ce qui est software. C'est simple, c'est pas juste OpenStack. C'est juste qu'OpenStack est un projet qui était vraiment un petit peu central dans leur stratégie de développement. Mais ils ont retiré en fait leur billes dans tout ce qui est software, tout ce qui est conteneur, tout ça, tout ce qui est IT en fait, et tout ce qui est software, ils l'ont enlevé. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à Micro Focus, qui est la boîte qui est derrière SUSE. C'est pas étonnant en fait quand on réfléchit un petit peu. C'est vrai que quand la décision est tombée, comme ça du jour au lendemain, puis vous savez, c'est des boîtes américaines ça, donc c'est-à-dire que du jour au lendemain, on vous dit ben, finalement, on a 2000 personnes chez nous, on les licencie. Bon, mais voilà, très bien. Merci, à la prochaine fois. HP en fait avait prévu, il y a quelques temps maintenant, de faire un plan d'investissement de 1 milliard de dollars sur 2 ans. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce 1 milliard de dollars de dépenses, effectivement, sur 2 ans. Mais après, une fois que ces 2 ans sont passés, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils cherchent un nouveau plan, ils cherchent leurs nouvelles actions pour plaire à leurs actionnaires. Et ben, ils ont changé leur cap et je vous dis, ils ont vendu tout ce qui était IT. Et ils ont vendu tout ce qui était software pour se recentrer sur d'autres activités. Ce qui fait grincer beaucoup de dents chez HP en interne. L'autre cas est un petit peu différent parce qu'HP, on va dire, c'est un acteur pluridisciplinaire, on va dire, très connu depuis très longtemps dans le monde de l'IT, donc c'est un petit peu particulier, c'est un géant. Mirantis. Mirantis, c'est une boîte qui clairement a grossi et a pris sa renommée d'OpenStack. Mirantis, c'est une boîte russe, enfin kazakh exactement, qui a pris très tôt, quasiment dès le lancement, quelques mois après le lancement d'OpenStack, a pris les virages d'OpenStack. Et on dit, nous, on croit dans OpenStack, on va y aller dedans. C'est une boîte qui, à l'époque, faisait 150 personnes, qui était uniquement, donc je dis des Kazakhs, qui avait quelques bureaux en Russie, mais c'était vraiment très, très limité par là. Et ils ont dit, on va aller à fond dans OpenStack. Ils ont levé plusieurs fois ils ont fait plusieurs levées de fonds. Ils ont levé, de mémoire, ils ont levé plusieurs fois 100 millions de dollars. Donc c'est quand même pas mal. Et ils ont embauché. Ils ont ouvert des agences un peu partout dans le monde. Ils en ont bien sûr ouvert aux États-Unis. Et donc, ils ont pris en fait cette mentalité américaine. Et donc, ils ont embauché. Et ils ont eu un but qui était très simple. C'était de faire en sorte que leur outil de déploiement, qui s'appelle Fuel, devienne un composant officiel dans OpenStack. Et effectivement, nous, au jour le jour, on rencontre des gens, et beaucoup de gens qui nous disent, mais moi, j'ai fait des tests, j'ai fait des POC avec du Fuel. Ouais, très bien, ok. C'est vrai, c'est un produit qui marche plutôt pas mal. Bon, c'est pas forcément le genre de produit que nous, on aime bien, parce qu'il fait énormément de choix pour l'installation, énormément de contraintes sur l'installation, mais ça marche plutôt pas mal. Et donc ils sont arrivés, et effectivement Fuel est devenu un composant officiel OpenStack. C'est-à-dire que donc, tout le monde pouvait travailler dessus, mais c'était un composant officiel. Et à partir du moment où c'est devenu un composant officiel, leur stratégie était arrivée. Et c'est-à-dire qu'ils se sont dit, désormais, d'autres personnes vont pouvoir travailler sur Fuel. Il n'y aura pas que nous qui devrons travailler dessus pour le faire évoluer. Et on espère que ça va prendre. Et nous d'ailleurs, et surtout grâce à Fuel, qui est devenu un composant officiel, on va pouvoir avoir un moyen pour diffuser notre plateforme Mirantis et notre solution à très grande échelle. Sauf qu'en fait, ça n'a pas pris. Sauf qu'en fait, chaque fournisseur d'OpenStack a son propre outil, entre guillemets. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de développeurs en interne pour maintenir un outil qui est très complexe. Et je vous dis, pour peu de résultats, entre guillemets, visibles d'un point de vue, on va dire généralisation comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont racheté une boîte qui s'appelle TCP Cloud, qui avait un installeur pour du OpenStack. C'est une petite boîte, c'était 30. C'est une boîte, je ne sais plus quel pays, roumaine peut-être, je ne sais plus, enfin, c'est par là. C'est d'un pays de l'Est.
Et donc, en gros, ils se sont dit, ben, d'un côté, j'ai 300 développeurs, de l'autre côté, j'ai 30 personnes, mais je suis la boîte qui fait 30, et je vais virer mes 300 développeurs. Voilà, c'est simple. Stratégie à l'américaine, encore une fois, je prends mes développeurs, je m'en moque, les personnes, on s'en moque, je les mets de côté, et puis c'est fini. Voilà, et donc désormais, on change notre mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, on revoit notre stratégie. On se dit que finalement, vendre du OpenStack, c'est pas très, très rentable pour nous, comme ça. On va plutôt vendre du service managé. Et donc, le nouveau credo de Mirantis, c'est de dire, aujourd'hui, on veut vendre du service managé plutôt que vendre du serveur avec en gros, du cloud privé déployé sur les serveurs Mirantis, géré par les gens de chez Mirantis, ce que fait Rackspace depuis des années. Vous savez, si vous connaissez Angry Birds, quand vous jouez sur Angry Birds, tous les serveurs en fait sont tournés sur du OpenStack chez Rackspace. Et bien donc voilà, donc en gros ils ont changé leur mode de fonctionnement. Donc oui, il y a eu des décisions stratégiques qui ont changé, mais non, les sociétés qui font OpenStack n'arrêtent pas. Et je vous montrerai quelques exemples après. Le fait de dire que OpenStack, on n'arrive pas à faire de l'argent avec pour des boîtes de ce type-là, c'est faux. Il n'y a qu'à voir Red Hat aujourd'hui qui caracole en tête de plein de classements et de taux de rentabilité assez énormes qui sont tous portés quasiment par leur stratégie OpenStack. Quelques stades d'évolution. Alors si on regarde les graphiques comme ça fait peur. Mais on va expliquer tout ça. En bas, vous avez les releases d'OpenStack. Kilo, Liberty, Mitaka, Newton, Okata, Pike. Alors les chiffres que j'ai pris, je les ai refaits ce week-end. Pike, on est d'accord, c'est pas encore finalisé. Donc on va arriver à peu près au même niveau que Okata. En bleu, vous avez les commits. En orange, vous avez les blueprints. Donc en gros, c'est les fonctionnalités, on va dire, entre guillemets, qui ont été réalisées. Et en vert, c'est le nombre de sociétés qui sont impliquées. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, allez, on va dire que le nombre de sociétés, ouais, donc vous avez 3 axes. Hein. Les bleus, c'est à gauche, enfin les commits, c'est à gauche, les blueprints, c'est ici, et les companies involved, c'est tout à fait à droite. Vous vous rendez compte, ouais, j'ai essayé de faire ça sur OpenOffice, je me suis arrêté de suite. Je suis allé prendre du Python, j'ai fait ça avec Matplotlib, c'était parfait. On se rend compte en fait que effectivement le nombre de commits baisse, mais on va voir pourquoi après. On se rend compte aussi que le nombre de blueprints baisse assez fortement. Donc on a beaucoup moins de commits sur OpenStack, on a beaucoup moins de blueprints. Par contre, on a toujours autant de sociétés qui sont impliquées. Mais pour moi, ça, plus surtout ce que... Bon, tant pis, je vais faire du spoil pour la fin. En fait, OpenStack, c'est vrai, aujourd'hui, ça bouillonne plus comme ça bouillonnait avant. Mais pourquoi ça bouillonne plus comme ça bouillonnait avant? Ben, tout simplement parce qu'on arrive sur un état où toutes les fonctionnalités de base, je dirais, sont faites déjà. C'est-à-dire qu'en fait, ben, quand vous voulez faire quelque chose sur OpenStack, les fonctionnalités normales, ben, elles y sont. Alors, on ne va pas forcément essayer de réinventer la roue en permanence, de trouver des nouveaux modèles, ça pourrait être bien. Mais, je veux dire, on lance une machine virtuelle et tout ce qui va avec, ça y est, et ça fonctionne. La gestion du réseau, ben, ça y est, et ça fonctionne. La gestion des machines des stockages, ça y est, ça fonctionne. Bon, bref, en gros, ben, oui, aujourd'hui, on n'a pas l'ébullition qu'on peut avoir il y a 1 an ou 1 an et demi sur OpenStack, où il y avait besoin de s'inventer des choses. Ben, en fait, les choses ont déjà été inventées aujourd'hui. Donc, c'est forcément le nombre de blueprints qui est réalisé baisse, mais le nombre de blueprints qui est déposé baisse aussi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup moins de gens qui demandent des nouvelles fonctionnalités. Donc, pour moi, oui, il y a une sorte de déclin sur OpenStack. Mais ce déclin qu'on peut rencontrer, en fait, il vient surtout parce que les gens qui sont dedans, dans OpenStack, ont changé. Les gens qui font OpenStack ont changé. Bon, déjà, les nouveaux entrants. On a plein de nouveaux entrants dans OpenStack. Et on se rend compte que les nouveaux entrants qui arrivent sont pour une très grosse majorité asiatiques. Les Américains ont laissé la place. Les centres de R&D, ben, aux États-Unis, ils ne font plus là-dessus. Par contre, les centres de R&D en Asie et en Chine en particulier sont vraiment ultra présents. Le vice-ministre de la technologie chinois en 2012 disait que grâce à OpenStack, ils allaient écraser le monopole, donc OpenStack va permettre à la Chine d'écraser le monopole des cloud providers occidentaux. Ça, c'est en 2012. Cette année,
Ah, je me suis répété. Bon, mais désolé. Je crois que j'ai fait un petit truc après. C'est pas très très grave. Cette année, en 2017, on a HP qui a laissé sa place de sponsor Platinum et qui a été remplacé par Huawei. Sponsor Platinum, c'est quand même 500 000 $ de sponsoring à l'année à la fondation OpenStack. Plus un engagement à avoir X personnes qui développent dedans. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité il y a quelques mois, mais Orange a un petit peu défrayé la chronique en disant que toute leur stratégie de cloud public allait se baser sur Huawei. C'est-à-dire qu'ils ont fait un gros accord de partenariat avec Huawei pour être le socle de leur technologie cloud du futur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle CloudWatt, qu'on a tous un peu financé, qui a été racheté entièrement par Orange, puisque Orange avait déjà 33% dedans, ils ont tout racheté, ils ont racheté les parts de tout le monde autour, enfin des deux autres acteurs qu'il y avait, dont celle de l'État. Et finalement, en fait, aujourd'hui, ils se disent on veut un accord mondial, on veut un acteur mondial autour de nous pour avoir une stratégie de développement, et donc on va partir avec Huawei pour ça. Et donc ça veut dire que dans les mois qui arrivent, la plateforme CloudWatt telle qu'on la connaît, entre guillemets, sera opérée sur du matériel et sur du logiciel Huawei. Ce sera toujours du OpenStack. C'est l'OpenStack, mais brandé Huawei. Et dans les nouveaux entrants, on trouve aussi beaucoup de telcos. Le NFV, donc c'est la virtualisation de fonctions réseau, est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'en gros, le telco traditionnel n'aime pas changer trop ses habitudes. C'est forcément des choses qui marchent bien, qui ont des énormes débits, qui ont des choses très très stables. Pourtant, aujourd'hui, ils sont en train vraiment d'évoluer énormément vers le cloud grâce au NFV. Et le couplage NFV plus OpenStack est vraiment très performant aujourd'hui. Je vous donne un exemple ici, c'est AT&T, qui en 2 ans est passé de 100 à 800 commits par release. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il faisait 100 commits dans une release OpenStack. Aujourd'hui, sur la dernière que j'ai regardée, ils en faisaient 800. Donc oui, il y a des telcos qui vraiment, au contraire, sont vraiment en train d'aller vers OpenStack. Parce qu'ils voient un énorme intérêt grâce à l'avènement du NFV. Mais il y en a d'autres. On pourrait parler Comcast. Comcast, c'est une boîte américaine par exemple, de télévision à la demande. On va dire, en gros, c'est du câble. Toutes leurs boîtes, tous leurs boîtiers et tous leurs trucs de replay et compagnie, c'est du OpenStack. C'est assez amusant parce que Comcast avait fait une présentation de ce boîtier il y a, je dirais, 2 ans et demi lors d'un OpenStack Summit. Et lors du dernier Summit à Boston, on avait loué un appart et il y avait du Comcast et la fameuse boîte qui nous avait été présentée 2 ans avant. Donc on voit vraiment tous ces trucs qui sont vraiment en train de devenir tout simplement des réalités. Ouais, donc je faisais le focus, pour ça que je me répète. Donc OpenStack, il y a du déclin, oui. Il n'y a pas de hype. En fait, il n'y a plus de hype sur OpenStack aujourd'hui. Il n'y a plus de hype aujourd'hui sur OpenStack parce qu'en fait, les produits qu'on est en train de voir sont devenus monnaie courante, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens vont sur du OpenStack parce que ça marche tout simplement. Et puis, on a de la maturité. Ça, c'est des chiffres qui ont été donnés lors du dernier Summit. 50% des entreprises de la Fortune 100, donc Fortune 100, c'est les 100 plus grosses boîtes américaines, ont du OpenStack qui tourne en production. C'est quand même pas mal. L'adoption annuelle d'OpenStack, c'est plus 44% de croissance annuelle en production. Et aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de cœurs qui sont gérés par des clouds OpenStack. Tout ça, c'est des choses qui sont déclarées. C'est-à-dire que ça peut être plus que ça, pour les chiffres des 5 millions de cœurs. C'est-à-dire que d'où viennent ces chiffres? Ça vient en fait de l'OpenStack Survey, qui est un petit sondage qui est fait tous les 6 mois par la fondation OpenStack et qui est envoyé. Alors, il faut y répondre en ce moment. Donc nous, on va répondre comme tous les gens et après, ils dépilent. Je vous disais, et je vais conclure là-dessus de toute façon, oui, effectivement, notre ressenti à nous, et puis le mien aussi, le bouillonnement autour d'OpenStack est en train de s'essouffler. C'est vrai. Mais pourquoi? Pas parce que les gens ne sont pas intéressés. Nous, on n'a qu'à voir aujourd'hui, on n'a jamais autant de demandes qu'on a eu sur OpenStack. On a énormément de demandes sur du OpenStack par des très très gros acteurs qui ont donc envie de franchir le pas maintenant parce qu'ils ont vu qu'on était arrivé à un certain niveau de maturité et de complétude dans les choses qu'on pouvait faire. Donc oui, il y a un bouillonnement qui est en train de s'essouffler par rapport à ça. Il n'y a qu'à voir le Summit, il y a 2 ans, il y a 1 an même encore, il y avait énormément de sessions de découverte de plein de nouvelles technologies, de plein de nouveaux composants, de plein de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on les a plus, celles-là. Elles n'existent plus. Tout simplement parce qu'en fait, ces nouveaux composants, ces nouvelles fonctionnalités,
elles sont déjà maintenant, je dirais, matures, et donc on n'a plus besoin de les découvrir. Il y a aussi, il faut le dire aussi, un besoin de se recentrer. Ça, c'est une vraie discussion qui est actuellement dans le monde d'OpenStack, de dire OpenStack est devenu trop gros, entre guillemets. C'est devenu un projet qui est devenu trop gros, où les gens peuvent s'éparpiller. Et donc de dire, au final, OpenStack, en fait, c'est tout et n'importe quoi. Et des choses qui ne sont pas en rapport, en fait, avec le métier de faire du IaaS. Donc il y a des vraies discussions là-dessus pour dire on va mettre un terme à la Big Ten telle qu'on la connaît, où donc en gros on dit si je fais des choses en rapport OpenStack, je peux être estampillé projet officiel, et où désormais on sera un projet en rapport avec OpenStack, mais on ne sera pas un projet officiel. Et donc pour comme ça permettre de prioriser et de mieux affecter, on va dire, les contributions, mais aussi les demandes par rapport à ça. Et puis il ne faut pas le nier aussi, il y a quand même un énorme ressenti, un énorme rapproché vers les conteneurs. Avec pour le coup Kubernetes qui est la nouvelle hype, on le voit très très fortement au jour le jour, Kubernetes par-ci, Kubernetes par-là, partout il y a du Kubernetes. Et d'ailleurs, c'est une vraie question. Aujourd'hui, est-ce que les gens veulent faire tourner du Kubernetes dans OpenStack, c'est-à-dire se servir d'OpenStack pour lancer du Kubernetes, ou alors se servir de Kubernetes pour faire lancer du OpenStack? Parce qu'en fait, au final, OpenStack, c'est que des applications. Et donc se dire, je vais me servir de conteneur pour lancer une application. Et le conteneur, c'est son but, l'orchestrateur de conteneurs, comme Kubernetes, c'est son but de lancer des applications, de s'assurer que l'application est bien fonctionnelle et de s'assurer que tout fonctionne. C'est sûrement ce vers quoi tout le monde se va actuellement. Donc si je vous donne un petit peu mon ressenti, c'est que oui, OpenStack n'est plus hype. On a du déclin, puisque quelque part on n'est plus hype, donc on est là-dessus, mais en fait on est dans une phase. Toutes les technologies ont toujours eu ça. Toutes les technologies ont toujours eu une phase d'early adopters, qui était vraiment là en avance, où c'était de la hype, où ça partait. Et puis quand la technologie commence à devenir mature, souvent, ces gens qui sont tout le temps à la recherche perpétuelle de l'innovation se retirent un petit peu pour laisser la place à des acteurs différents qui, eux, vont en faire un usage industriel. Et donc, c'est de la maturité. Et c'est vraiment le cas où on est actuellement sur OpenStack. Bon, les trucs pour laisser nos coordonnées. Je peux faire une petite démo, normalement. Je peux faire une petite démo. Je dois pouvoir faire une petite démo. Ça, c'est Horizon. C'est donc l'interface web OpenStack. Je suis sur notre cloud chez nous, sur nos clouds chez nous de lab au bureau. Tout ça, qu'il y a plein d'instances qui sont en train de tourner. J'aurais voulu vous montrer trois choses. J'aurais voulu vous montrer le fameux One Platform dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, j'aurais voulu vous montrer la convergence bare metal, conteneur et machine virtuelle. Le seul problème, c'est que là, dans ces trois choses-là, il y en a deux qui sont instantanées quasiment, et une troisième qui prend 25 minutes à montrer. Donc, on va faire les deux instantanés, et le troisième, je vais vous expliquer comment ça marche, et puis on ira boire des bières et on en parlera après. Donc, en gros, conteneur ou machine virtuelle, c'est instantané. On les lance, ça clique, ça marche, ok, on les voit, on va voir que ça communique ensemble. Ceux qui ont eu la chance de voir ma splendide présentation de l'année dernière de Curir verront un petit peu les mêmes choses. J'ai pas la chemise Magnum, c'est tout. Après, lancer du bare metal, je vous dis, ça met, quand on veut installer une machine physique, un serveur, c'est des machines qui sont assez longues, qui mettent déjà beaucoup de temps à booter, ça va mettre 20 minutes, quoi. Donc ça va pas être hyper passionnant. Donc je vais pas faire cette partie-là, je ferai le reste. Hop là, vous inquiétez pas, je sais que vous êtes loin, que vous avez des Ok, je suis sur un... D'ailleurs, je pourrais me mettre ailleurs. Je suis sur la machine en question, en ligne de commande. Cette machine... Pardon. Allez, on va essayer de le faire. Je vais essayer à la vite, parce qu'il commence à faire chaud. Et... Depuis un petit moment, il a fait chaud. Je vais aller sur OpenStack, je vais vous montrer ici les différents réseaux qu'on a ici. Bon, normal, allez. Bon, il y a des timeouts, des choses comme ça, c'est pour ça que je... Voilà. Réseau. Bon, ici, il y a quand même des noms très très poussés, comme Toto pour les noms de machines. C'est une belle chose quand même. J'ai oublié de supprimer celui-là tout à l'heure quand j'ai testé.
Allez, s'il te plaît. Ah, super, impossible de supprimer le réseau. Bon, c'est pas grave, je vais le faire autrement. Donc, tu t'appelles comment lui? Ouais, ok. Voici nos réseaux ici. Je vais me mettre ici. Je vais demander à Docker, d'ailleurs je peux le faire sans ça. Je vous dis, OpenStack aujourd'hui permet de faire le lien entre des conteneurs et une machine virtuelle. Donc là, je demande à Docker, je dis, liste-moi les réseaux que tu connais. Ok, on en voit qu'il y en a 3 ici. Voilà leur nom ici. Je vais créer un réseau. Ça va m'embêter ça. Je dois changer quelque chose parce que sinon je vais être embêté. Donc je vais dire à Docker, crée-moi un réseau. Vous voyez ici Docker Network Create en utilisant Query. Query, c'est un projet OpenStack qui permet de faire le lien entre les conteneurs et OpenStack. Donc en gros, ça permet de rendre utilisable par du conteneur Docker des ressources qui sont gérées et créées par OpenStack. Donc je lui dis, utilise le driver Query que j'ai configuré au préalable. Tu me crées un réseau qui a comme plage IP 10.20.0.0 et qui aura comme gateway 10.20.0.1. Et ce réseau s'appellera réseau Docker Meetup. Normalement, si tout se passe bien, il devrait me retourner un ID de réseau. Je me dis si tout se passe bien. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est du bonheur. Qu'est-ce qu'il me fait ici? Connection refuse. C'est parfait. Ok. J'ai une petite idée pourquoi. Vous voyez, c'est ça, de préparer trop longtemps à l'avance ces démos. Est-ce que c'est mieux? Ça n'a pas l'air mieux. Ce n'est pas mieux. Bon, alors. Ok, c'est pour ça. Ça va marcher. En gros, si vous voulez, le conteneur Docker dans lequel je fais tourner Courier, justement, était arrêté. Donc ça risquait pas trop de marcher. Ok, donc c'est pour ça aussi que j'ai celui-là que je ne pouvais pas supprimer tout à l'heure. Je vais le supprimer, comme ça on sera dans un état beaucoup plus propre. Il veut toujours pas. Bon, je ne vais pas batailler ici. Non, en fait, ce que je vous dis pas, c'est que je laisse du temps comme ça à Lionel, parce qu'en fait, Lionel est parti chercher les pizzas. Donc, c'est le temps qu'il arrive. Je préfère un peu faire traîner un petit peu, c'est juste pour ça. Bon, ici, mon réseau a bien été créé. Vous voyez, il m'a gentiment retourné un ID tout à fait compréhensible et tout à fait court. Désormais, si je lui demande de me lister mes différents réseaux, j'ai bien un réseau qui a été créé en plus, qui s'appelle, bon, comme je lui ai demandé de s'appeler, ça tombe plutôt bien, réseau Docker-Meetup, qui est de type, qui a comme driver Courier. Ça tombe pas mal aussi. Ce réseau a dû apparaître, donc vous voyez, ça fait 6F23, son ID. Ce réseau a dû apparaître dans mes réseaux disponibles sous OpenStack. Il va falloir qu'on cherche ensemble. Il est ici. Vous voyez, Courier-net 6F23. Vous voyez que c'est bien en 10.20 et compagnie. Bon, mais à partir de là, on va manipuler un petit peu ce réseau. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Je vais faire comme tout réseau que j'ai sur du OpenStack. Je vais, déjà je peux le voir ici. Donc il est où mon petit réseau ici? Je ne le vois pas, c'est très amusant. Oui, forcément. Vous savez, ce qui est bien aussi quand on a un déroulé, entre guillemets, pour une présentation comme ça, c'est de suivre ce qui est marqué sur la déroulée et de ne pas vouloir se faire souvent ses souvenirs. Donc, mon réseau ici, en question, je vais le rendre partagé, parce que là, je l'avais créé dans un environnement un petit peu indépendant, je dirais, du reste de mon environnement.
Donc là, je viens de dire que je le partage. Donc en gros, je le rends disponible pour tous les autres éléments. Donc là maintenant, si je vais sur mon réseau, il devrait normalement arriver. Voilà, voici mon réseau Curir-net-6F23. Vous voyez que mon réseau, donc cette grosse barre verticale ici, est indépendant de tout le reste. Il n'y a rien qui le relie, notamment à ça, qui est un routeur. Et ça, c'est le routeur qui sort vers mon réseau public. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui mettre une patte sur ce routeur vers ce réseau-là. Donc, je rajoute une interface. Donc, je vais choisir le réseau qu'on avait ici tout à l'heure. Hop là. Donc, en gros, je viens de rajouter une patte de mon routeur vers ce réseau-là. Donc, logiquement, si je regarde dessus ma topologie réseau, vous voyez, j'ai bien une nouvelle patte qui a été rajoutée sur mon conteneur. Bon, enfin, sur mon réseau. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais on va essayer de s'en servir un petit peu de ce réseau quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer un conteneur. Donc je fais un Docker Run assez classique. J'ai pris une image Ubuntu tout à l'heure, que j'ai téléchargé tout à l'heure. Il n'y a rien de particulier sur cette image Ubuntu, c'est une image Ubuntu. J'aurais pu la télécharger maintenant, mais bon, je l'ai fait juste en amont tout à l'heure. Je lui dis d'utiliser le fameux réseau-docker-meetup et je lui dis d'appeler ce conteneur compte-meetup. Allez, s'il te plaît. Ok. Une fois que j'ai fait ça, mon conteneur, je vais le démarrer. Bon, jusque-là, c'est rien de compliqué, hein. Je viens de lancer un conteneur. Hein. Et puis je vais ensuite je me positionne à l'intérieur de ce conteneur en question. Bon, à partir de là, je vais pouvoir faire toutes les actions que je fais. Alors, c'est pas très joli, mais d'accord, faire des actions comme ça dans un conteneur. Mais je vais mettre à jour l'ensemble des paquets disponibles et je vais en installer deux. Vous allez voir, ils ont un intérêt. Je vais installer deux paquets, un qui s'appelle IP-route2 et l'autre c'est IP-utilis-ping. Et oui, parce que par défaut, quand vous êtes dans un conteneur Docker, sous un conteneur Docker Ubuntu, vous ne pouvez pas savoir quelle IP, vous n'avez pas la commande IP ou la commande ifconfig, vous ne pouvez pas faire de ping. C'est gênant quand on veut tester la communication réseau. Donc si je regarde de suite ce conteneur-là, je vois bien que j'ai une des pattes là, qui a eu comme IP 10.20.0.5. Ça tombe bien, c'est une IP qui est sur le réseau que j'ai créé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai créé un réseau Docker qui en fait est un réseau qui est dans OpenStack. Et là, je viens de lancer un conteneur Docker qui utilise ce réseau-là. Donc, il utilise un réseau OpenStack. Bon, l'étape d'après, c'est de lancer une machine virtuelle dans OpenStack sur ce réseau-là et pour permettre de regarder la communication entre tout ça. C'est ce qu'on va faire. Je lance une instance, donc on va dire test meetup. En source, je prends une image Ubuntu de base. Ubuntu Trusty, ça me va très bien. Gabarit, je prends une small. Et comme réseau, je vais la mettre sur notre réseau Curir de tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Si tout se passe bien, j'ai la machine virtuelle Ubuntu qui est en train de démarrer, qui aura comme IP, vous voyez, du 10.20.0.10. Encore une fois, je suis sur la bonne plage. Ça y est, elle est active. Et donc, logiquement, si je mets ici, je dois pouvoir faire un ping sur un 10.20.0.10. Peut-être qu'elle n'a pas complètement démarré. On va dire ça. Non, ce n'est pas ça, peut-être. On va lui donner un security group. Le security group, c'est une sorte de petit firewall, entre guillemets, qui existe dans toutes les instances OpenStack, qui vous définit les ports que vous ouvrez, que vous laissez passer en fait. Par défaut, tout est fermé. Et voilà, mon ping passe. Donc là, je viens de lui rajouter le security group OpenBar, qui, comme son nom l'indique bien, laisse tout passer. Et bien donc, ça y est, je laisse passer mon ping aussi, notamment.
Voilà. Donc là, on vient de voir en fait la communication entre un conteneur Docker qui a été lancé sur un réseau piloté par OpenStack et une machine virtuelle OpenStack tout à fait normale. Comme je vous disais, je ne peux pas vous montrer la communication vers une machine physique, malheureusement, parce que ça prendrait trop de temps. Je vous dis, ça prend à peu près 25 minutes à provisionner la machine physique. Par contre, je peux vous montrer comment est-ce que je l'aurais lancé. Mais pour lancer une machine physique, je fais pareil. Je lance une machine que je vais rappeler, mettons, test-bm. Dans les sources, là, je dois lui prendre une source un peu particulière qui a été créée pour faire une machine physique. Donc, il y a des petites informations en plus à lui mettre dedans. Là, chez nous, c'est celle-là, bm-ubuntu, donc bare metal-ubuntu. Je lui mets un gabarit. Donc, le gabarit que je lui mets, c'est un gabarit spécial, puisque je sais que sur les machines physiques, j'ai en question, j'ai 8 Go de RAM et j'ai 500 Go de disque. Je la mets sur un réseau, donc j'aurais pu la mettre sur mon réseau provider ici, qui est un réseau un petit peu différent. Je fais lancer et ça marche. Enfin, dans 25 minutes. Voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, Luna n'est toujours pas là. Il se fait désirer. Bon, il faut savoir quand même, en plus, on a eu quelques petits soucis par rapport à notre fournisseur habituel de pizza, qui est apparemment fermé. On ne le savait pas, ils nous ont pas prévenu. Donc on a dû en prendre un autre qui est un peu plus loin. Donc on a dû aller le chercher en voiture, alors que normalement on va le chercher à bout de bras. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est plus gênant, c'est que Lionel devait faire un truc pour moi. Je vous explique. Je sais pas comment je vais gérer ça. On s'est dit que ça serait bien de donner des t-shirts, parce qu'on est dans toutes nos boîtes, on a des t-shirts qu'on fait ou des choses comme ça. Et donc en fait j'ai apporté des t-shirts de la société et on s'est dit qu'on les ferait gagner par tirage au sort. Et il devait s'occuper de m'organiser le tirage au sort, et de ça en ayant la liste des inscrits, sauf que je ne l'ai pas. Donc je ne sais pas combien il y a de gens. Ça va être amusant. Ah, on va pouvoir faire quelque chose alors. Je vais... Donc j'arrive. Oui. Quel est l'intérêt d'utiliser les deux, OpenStack et Kubernetes par exemple? Pourquoi on ne se passerait pas uniquement sur Kubernetes ou que sur OpenStack? L'intérêt de faire du Kubernetes, alors la question c'était quel est l'intérêt d'utiliser et OpenStack et Kubernetes, et pourquoi ne pas faire que l'un ou que l'autre. Alors aujourd'hui, par exemple, faire du Kubernetes pour lancer des machines virtuelles ou faire de la machine physique, ça ne marche pas vraiment. Il y a des petits développements qui sont en cours, mais ça ne marche pas vraiment. Le gros intérêt de lancer OpenStack à travers Kubernetes, c'est justement de tirer parti du fait que Kubernetes est là pour gérer des applications. Et donc par exemple, il y a des notions de health monitor, des choses comme ça, donc ils vont vérifier l'état des différentes applications et donc des différents services d'OpenStack et le nombre de repliques qu'on peut avoir, ainsi de suite. Donc c'est super intéressant de lancer OpenStack à travers du Kubernetes aujourd'hui. Tout comme ça peut être intéressant de lancer du Kubernetes dans OpenStack aussi, en se disant, comme ça, quand je veux lancer juste un cluster Kubernetes, je dis à travers it, lance-moi un Kubernetes et mes utilisateurs peuvent le faire. Donc après, c'est deux approches un petit peu différentes, mais qui finalement se recoupent en disant, je veux une seule plateforme qui me fera tout. Moi, le principal inconvénient que je vois à lancer du OpenStack à travers du Kubernetes, c'est l'empilement des couches qui va commencer à être un enfer quand on va commencer à vouloir débugger. La partie réseau, je pense que ça va être très sympa de commencer à gérer la partie réseau et toutes les parties overlay comme ça qu'on verra dans du Kubernetes à travers du OpenStack, enfin du OpenStack à travers du Kubernetes. Je pense que ça va être assez complexe et je pense qu'en niveau de perf, ça va pas être terrible pour l'instant. Ça va s'améliorer, mais pour l'instant, c'est pas le cas, c'est pas encore parfait.